Salut, c'est MCU Talk, le podcast où on parle de cinéma et de télé. Avengers, X-Men, Defender, pas de jaloux. Pour ce 4e numéro, ouvrez vos esprits et vos chakras, allumez vos encens, direction Greenwich Village, car vous avez rendez-vous avec Doctor Strange. Je suis toujours en compagnie de Basile. Salut Basile. Salut Paula, salut tout le monde. Et on commence maintenant. Avec les news. Qu'est-ce qu'on a de bien beau ce mois-ci, Basile? Eh bien, on va commencer par le teaser de Guardians of the Galaxy Volume 2. Bon, le teaser était très court, on retrouve cette petite ambiance proche du 1 avec les bons sons des années 70. Pas de grosses infos pour le moment, on voit effectivement que Nebula est de retour, mais on avait déjà l'info avec l'annonce du casting. Quelques nouvelles planètes nous indiquent que les gardiens vont bien se balader un peu partout, mais pour le moment, c'est encore assez léger sur l'histoire à suivre. En effet, c'est très léger, et même en parlant de nouvelles planètes, on sait que Kurt Russell fait la planète Ego, et on n'a aucune idée de comment ça va être rendu visuellement. C'est une planète vivante, mais quand il y avait une tournée par rapport aux Gardiens de la Galaxie, notamment au Comic-Con de New York, où il y a eu les costumes de montrer, on a vu le costume de Ego, en fait, qui serait aussi un homme. Donc voilà, en fait on n'en sait rien sur ce... C'était vraiment un teaser sur et on est là et on va bientôt arriver et on est toujours aussi cool. Dans la suite des teasers et trailers, on a eu aussi le premier trailer de Logan, qui est le 3e opus Wolverine. Alors on a comme info bien évidemment la présence de X-23, enfin on le suppose, une petite fille avec lui, il y a quand même peu de chances que ce soit autre chose. Trailer avec super ambiance, il y a quand même Johnny Cash et son interprétation de Hurt qui est une musique qui fait toujours froid dans le dos. Après, pour moi, il y a un truc un peu bizarre dans le montage, il y a le début très Logan fatigué, vieux, abattu, et puis soudain, bim, bam, c'est la bagarre et tout le monde se tape dessus. Et il y a toujours la même musique qui reste. Et pour moi, il y a quand même un souci, alors j'espère que du coup le film ne va pas nous faire la même chose. Un début hyper travaillé, hyper léché, et puis un moment où, allez, c'est le moment de mettre de l'action et ça tape de partout. J'espère qu'on aura un truc un peu plus construit que ça. Ouais, alors moi je suis très contente, enfin, je croise vraiment les doigts pour que ça soit X-23, et d'ailleurs l'actrice n'est pas connue, mais on sait enfin son nom, et c'est Daphne Keane. Pour le côté, c'était tout calme au début, c'est vrai que ça colle vachement bien avec ce qu'on a, enfin on suppose que James Mangold a envie de montrer de ce film qui est... Logan au bout de sa vie, Logan sans plus de X-Men parce qu'on comprend plus ou moins qu'ils sont tous morts. Un parallèle avec la fin de Hugh Jackman de la franchise, peut-être aussi. Voilà, ça serait bien, et même lui je crois qu'il doit être fatigué. Après le côté bagarre et pampan partout, en fait on est dans la franchise Wolverine, et s'ils veulent vendre du Wolverine, ils sont obligés de vendre de la violence. Pour nous, il n'y a pas besoin, on sait que Wolverine va être violent, on suppose que le film va être violent. Mais pour quelqu'un qui voit de temps en temps les films, qui adore les films de blockbuster et qui a envie de voir de l'explosion, est-ce que ça aurait été vendeur, ce trailer de Logan sans rien de tout ça et juste lui au bout de sa vie et qui fait la nourrice pour une gamine, je sais pas si ça aurait vraiment été vendeur. D'ailleurs, on voit que Deadpool est passé par là, parce qu'il y a un peu plus d'hémoglobine dans le trailer que ce qu'il y avait dans les Wolverine d'avant. On continue dans les annonces. Alors, l'épisode 3 de Thor Ragnarok a terminé sa phase de tournage, va passer en phase post-prod. Une chose intéressante, c'est que vu tous les personnages présents, il y a des chances, enfin on se dit qu'il y aura peut-être un rapport avec Planète Hulk. Il y a quand même pas mal de personnages qu'on retrouve et dans le casting de Thor Ragnarok et dans Planète Hulk. Ça pourrait être un truc un peu assez intéressant à voir. Après, on voit pas bien comment ils pourraient faire le lien, mais s'ils y arrivent, ça peut être sympa. Ouais, on sait que Hulk va avoir une armure, donc comme dans Planète Hulk, mais
est-ce que ça fait pas trop de choses à montrer d'un côté Hulk et ses soucis, et d'un autre côté Thor qui, rappelons-le, doit quand même aller en quête des Infinity Stones, parce que c'est ce qu'il avait dit à la fin de Avengers 2, chercher son père, parce qu'on sait qu'il sait que c'est Loki qui a pris la place de Odin sur le trône. Avec la scène post-crédit de Doctor Strange. Donc retrouver son père, s'occuper peut-être de Hulk, les Infinity Stones, et éviter que Asgard soit détruit, parce que le Ragnarok, c'est normalement ce que ça annonce. Ça peut être très compliqué, comme finalement ça peut être beaucoup plus simple. En plus, même en termes de personnages féminins, il y a Hela qui arrive. Donc pour moi, Hela, c'est le Ragnarok. Et puis il y a Valkyrie aussi. On a plus ou moins vite fait vu le design de Valkyrie sur les photos volées du tournage. Enfin, plein de choses, mais on n'en sait rien et on va devoir attendre encore un petit moment. Mais en tout cas, ça annonce du cool. J'avais déjà trouvé que dans Thor 2, ils avaient voulu mettre beaucoup de choses et que c'était pas forcément très clair. J'espère qu'on n'aura pas le même problème dans le 3. On passe sur Punisher côté télé maintenant avec un petit point casting. Daniel Weber sera là, Jason Momoa aussi, Paul Schultz, Jamie Ray Newman, Michael Nathanson. Donc voilà, des personnages que vous avez peut-être vus dans Le Loup de Wall Street, dans Bates Motel. Clairement, il y a pas mal de choses intéressantes. On a pu voir les petites images Punisher sous couverture dans son costume de SDF avec sa grosse barbe. Est-ce que ça veut dire, la barbe, que c'est en lien avec le Punisher tel que nous le présente Marco Cecchetto? On verra bien. Il y a des choses intéressantes à prendre dans cette interprétation, effectivement. Dans tous les cas, je suis assez confiant s'il reste dans la qualité du personnage qu'il y avait dans la saison 2 de Daredevil, ça peut être que du bon. Ouais, ça peut être que du bon. En plus, on sait que Karen Page est avec lui. Et ils peuvent faire plein de choses avec le Punisher, qui n'est pas spécialement le vigilante des rues de New York, comme l'ont été Luke Cage, Jessica Jones ou Daredevil. Donc, le personnage lui-même, effectivement, ça permet une construction différente. Il n'y a pas besoin d'avoir la découverte des pouvoirs, la prise de conscience du statut de héros. Là, on a une trame qui est différente et du coup, ça peut amener un peu de neuf pour pas que les Marvel Netflix s'essoufflent. Côté Spider-Man maintenant, donc Spider-Man Homecoming nous donne encore quelques infos. On sait que Jon Favreau sera de nouveau dans la partie. Il reprendra son rôle de Happy, donc le fidèle compagnon de Tony Stark. Il aidera probablement Peter Parker dans sa mission, peut-être à devenir le vrai héros que Stark veut qu'il soit. Peut-être qu'aussi il sera là pour faire le lien Stark-Peter Parker sans payer pour autant Robert Downey Jr. sur le film. On sait que Robert Downey Jr. il va être présent, mais c'est clair que toutes les phases d'où Peter Parker il a des questions, où il doute, peut-être autre chose à foutre, Tony Stark. Et alors, moi, je continue avec le même truc. S'ils arrivent à nous placer un petit Iron Spider-Man, je serai toujours très heureux. Voilà, je pense que je dois le glisser à peu près dans chacun de nos podcasts. C'est clair. Mais j'y tiens toujours. Et autre info, côté OST, côté BO, ce sera Michael Giacchino qui le fera. Donc lui qui fait déjà la BO de Doctor Strange et également qui est sur Star Wars Rogue One qu'on découvrira bientôt. Je suis ni pour ni contre, je dirais il fait du bon boulot sans nous faire des BO mémorables, mais c'est pas un mauvais choix. D'ailleurs, on lui doit le nouvel fanfare d'intro de Marvel Studios qu'on a découvert dans Doctor Strange, avec maintenant des vraies scènes tirées du film et sa fanfare à lui. Je trouve pas ça ouf, j'ai préféré celle d'avant qui, si je me trompe pas, était de Brian Taylor, qui était un peu plus héroïque et un peu plus cool. Là, je trouve ça un peu long. De toute façon, si vous avez vu Doctor Strange et le nouveau logo Marvel Studios, bon, ils se caressent un peu la nouille au passage. Ils nous mettent plein de trucs juste pour un logo. À un moment, ça suffit quoi les gars, c'est un logo. Maintenant, je retourne chez la Fox, je vais vous parler de Deadpool 2. Et bien, figurez-vous que Tim Miller a quitté le tournage parce qu'il n'était pas d'accord avec Ryan Reynolds sur le rôle de l'acteur qui devrait incarner Cable. C'est un rôle encore mystère, on a déjà exprimé un peu nos envies, mais
globalement, ça va être quand même un truc hyper important, visiblement, dans Deadpool 2. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se planter. Il y a beaucoup de fans qui voudraient que Tarantino prenne la relève. J'ai un peu de mal à imaginer Tarantino faire un film de super-héros, mais pourquoi pas, justement, ça pourrait être l'occasion pour lui d'essayer le truc. Et puis, là aussi, info OST, BO, mais dans l'autre sens, Junkie XL, lui, quitte aussi le projet, parce que il était plutôt pote avec Tim Miller plus qu'avec Ryan Reynolds, donc il s'en va. Voilà, espérons que ça ne mettra pas trop en péril le film qui devrait quand même avoir la chance de bénéficier de plus d'argent que le premier, de par le succès du premier. Ouais. Donc il faudrait pas que ça fasse un pétard mouillé à cause des petits soucis internes et des désaccords. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. C'était nul Deadpool, non? Ah, c'était pas foufou, ça. Comme ils ont pas réussi à faire que sa femme finisse en crêpe écrasée à la fin, moi j'étais très déçu. J'aurais aimé une petite bouillie dans le caisson. D'accord. Bon, la prochaine fois que tu viens, je te ferai des crêpes si tu veux, Basile, en compensation. Si on parlait de Captain Marvel, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Toujours en fait zéro news depuis la dernière fois, donc je rame un petit peu pour trouver des news ou surtout des rumeurs pour le moment. 4 réalisatrices sont en lice pour pouvoir tourner Captain Marvel. Donc on a Rebecca Thomas, Lauren Scafaria, Leslie Linka Glatter et Nikki Caro. C'est-à-dire des réalisatrices qu'on ne connaît pas ou peu. En fait, c'est pas grave, hein, mais tout ça pour dire que la rumeur qui disait que l'actrice et la réalisatrice devaient avoir le même nom, ben, on n'en y est plus. Et que la réalisatrice, enfin, on avait pensé, à un moment il parlait de Catherine Bigelow, donc je trouverais ça très très cool, mais on n'y est pas du tout, c'est pas grave. On reviendra le mois prochain, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire sur Captain Marvel. On espère en tout cas qu'on va vite savoir, parce qu'effectivement, le fait de mettre une réalisatrice pour Captain Marvel, c'est cool, mais il faut pas se forcer à prendre une réalisatrice qui fera pas l'affaire, enfin même s'il y a plein de réalisatrices qui sont géniales, mais se dire, on a dit qu'on mettait une réalisatrice, donc faut qu'on en trouve une, on n'en trouve pas, et on prend elle parce qu'elle veut bien, ce serait un peu dommage. J'espère qu'il y a quand même des personnes qui vont être intéressées, des réalisatrices qui vont être intéressées par le projet pour faire quelque chose de cool. Bah, je pense que côté réalisatrice, il y a moyen de quoi faire. D'ailleurs, Jessica Jones, ça a été annoncé que les 13 épisodes de la saison 2 de Jessica Jones seront toutes tournées par des réalisatrices. Justement aussi pour apporter plus de pouvoir, enfin plus de visibilité aux créatrices, aussi bien qu'elles soient scénaristes, enfin ou réalisatrices dans le monde du cinéma, dans le monde de la télé et dans le monde des super-héros. Donc moi je dis oui. Enfin, vous commencez à le savoir un petit peu que je trouve ça bien quand les femmes ont le pouvoir. On va parler de télé maintenant, et notamment des Defenders dans Avengers 3 Infinity War. D'ailleurs, en parlant de Infinity War, quand Kevin Feige avait annoncé la saison 3, la phase 3, il avait dit que Infinity War sera en 2 parties. Ce n'est plus le cas. Avengers 3 garde le nom d'Infinity War, mais Infinity War n'est plus en 2 parties. Donc maintenant, on se retrouve avec Avengers finalement 4, qui est toujours dans la phase 3, sans nom. Sans titre, ouais. Sans titre. Il a quand même dit que Avengers 3 et Avengers 4 seraient liés, mais qu'à la fin de Avengers 3, il y aurait quand même une vraie fin, peut-être une vraie fin à un arc. Ce sera pas juste une bande-annonce pour la partie 2. Voilà, donc on n'aura pas le souci Harry Potter 7, ou 7 et 8, ou Hunger Games, donc voilà, on n'aura pas tout ça. Toujours en parlant de Avengers et des déclarations de Kevin Feige a parlé des Defenders, donc même si on a envie d'y croire, il a soulevé un bon point sur le fait qu'il est possible que les Defenders n'apparaissent pas dans le film, qui est notamment parce que ça fait sortir les Defenders de leur média télé pour aller les mettre dans le média cinéma, et ça veut dire qu'il faut, entre guillemets, perdre du temps pour les représenter. C'est pas parce que vous allez au cinéma que forcément vous avez regardé les séries Netflix. Donc il faut pouvoir les présenter. Il donne l'exemple de Vision et Ultron, Wanda et Pietro dans Avengers 2 Age of Ultron, ça avait déjà pris un petit peu de temps pour les présenter. Black Panther et Spider-Man qui avaient déjà un petit peu été présentés dans Civil War. Là, je pense qu'ils veulent faire au minimum les présentations de nouveaux personnages dans Infinity War, sachant que normalement peut-être il y aura Captain Marvel, donc ça fait déjà cette présentation-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de reperdre du temps pour représenter les Defenders, qui en plus de ça auraient un rôle un peu minime, on les suppose un peu minime, et qu'on a déjà perdu, enfin
on a déjà eu pour tous des saisons où on en parle, où ils sont présentés. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer? Je pense que oui. Clairement, il y a assez de personnages, et puis comme tu dis, face à un Vision ou à un Iron Man, ils n'ont pas le même poids, et du coup, ils pourraient pas être traités à leur juste valeur. Donc moi, je suis plutôt pour qu'on les laisse de côté et qu'on les prenne le temps de bien les développer en TV. Il n'y a pas besoin de faire la surenchère dans Infinity War. On a, à mon avis, assez de personnages. Ouais, il y a un petit easter egg pour ceux qui voient tout le MCU, juste en disant il y a un débris qui est arrivé à New York et on voit quelqu'un qui s'en occupe. Ça peut faire la blague et c'est suffisant. Maintenant, on revient aux Defenders purs et le tournage de la première saison a commencé. Donc on sait que cette saison 1, contrairement aux autres saisons des personnages, dédiées aux personnages, elle fera que 8 épisodes. Ça, c'est pas vraiment une nouvelle parce qu'on le savait. C'est la réalisatrice S.J. Clarkson qui réalise les 2 premiers épisodes et elle avait déjà réalisé les 2 premiers épisodes de Jessica Jones. On sait que le tournage a commencé parce qu'on a vu une première confrontation entre, attention spoiler, Jessica Jones et Mystic Knight. Et ça nous permet d'ailleurs de faire un point sur le casting qui a été confirmé parce qu'ils ont annoncé toute cette semaine énormément de noms. Donc on commence par évidemment Kirsten Ritter dans le rôle de Jessica Jones, Finn Jones pour Iron Fist, Charlie Cox pour Daredevil, Mike Colter pour Luke Cage et Rosario Dawson qui fait Claire Temple et qui fait le lien entre toutes les séries. Maintenant, il y a Elodie Yung qui fait Elektra. Sur les notes, j'ai mis plein de points d'exclamation. Pour toi, c'est le seul complément intéressant. C'est voilà, maintenant on peut arrêter. Donc oui, il y a bien évidemment Elektra, et ça peut nous dire, donc en fait elle n'est pas morte par rapport à la saison 2 de Daredevil, même si on savait qu'elle n'était pas morte, et ça veut dire le retour de la main, et est-ce que, j'ai oublié son nom, celle qui fait la méchante Sigourney Weaver. Voilà, et donc ça nous annonce... Je te laissais chercher, mais j'ai fini par le dire. Salaud. Donc ça nous annonce le retour de la main, vu que Elektra n'est pas morte, et est-ce que Sigourney Weaver ne serait pas une grande méchante qui arrive aussi à maîtriser la main et plein d'autres trucs C'était dans les théories qu'on avait fait la dernière fois, le mois dernier, juste avant de parler de Luke Cage. Ouais, donc ça peut être assez ouf de Sigourney Weaver qui est encore plus puissante que Kirigi, encore plus puissante que tout, enfin bref. En tout cas, il va y avoir les ninjas, parce que Scott Glenn qui fait Stick revient, Elden Henson qui fait Foggy, Aka Darville Malcolm, Rachel Taylor pour Trish Walker et Deborah Ann Wolf qui fait Karen Page, Simone Missick évidemment qui fait Mystic Knight et Carrie Ann Moss qui fait Jerry Hogarth. Tout ce beau monde revient. Pour le moment, pas de nouvelles de John Bertal qui fait le Punisher. Mais toutes les annonces à mon avis sont pas finies. Là c'est vraiment que les acteurs et les personnages qu'on a déjà vus. Sûrement il va y avoir des nouveaux personnages. Et la possibilité de voir John Bertal n'est pas à exclure pour le moment. Moi j'ai du mal à imaginer le Punisher dans The Defenders parce que il devrait forcément être du côté des héros, de par le lien qu'il a quand même avec Daredevil. Mais en même temps il voudrait buter des mecs, et en même temps Luke Cage je le laisserait pas faire et lui pèterait la gueule, et face à Luke Cage il pourrait quand même pas faire grand chose. Je sais pas trop, à nouveau s'il est pas là ça me dérange pas, je préfère qu'on laisse le Punisher dans sa série et qu'on fasse un bon Defenders plutôt qu'on essaye de l'imposer sur un truc un peu bancal, un Punisher qui serait devenu non létal par exemple, ça aurait pas de sens. Ouais, en plus, et non létal parce que côté planning ça pourrait faire bizarre parce que Iron Fist est prévu en mars, Defenders est prévu pour l'été, donc ça sera la grande nouvelle pour 2017, une série en été, et Punisher en automne, donc c'est le septembre-octobre ou /novembre, enfin vraiment automne. Donc oui, en fait, Punisher va être après Defender, donc c'est peut-être pas nécessaire qu'il soit là. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de Punisher, Deadpool, ça fait beaucoup de violence, et Mel Gibson, qui est en pleine promo de son film Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield, a fait une petite déclaration disant qu'il trouvait les films Marvel trop violents. Ouais. C'est quand même assez drôle. Ouais. Pour un mec qui fait Braveheart, La Passion du Christ, Apocalyptico, et même Tu ne tueras point, qui est une bonne boucherie, le gars te dit que les Marvel sont trop violents. Tu fais, vous êtes sûr qu'on avait vu les mêmes Marvel, monsieur Gibson? Alors il a justifié ça en disant que oui, dans Braveheart c'était violent, oui, dans La Passion du Christ c'était violent, et Apocalyptico aussi, mais dans ces films tu t'étais attaché au personnage, que dans les films Marvel tu ne t'attaches pas au personnage.
Voilà. C'est vrai qu'un coup de bouclier de Captain America, c'est beaucoup moins violent qu'un écartèlement ou Mais un n'empêche. sacrifice humain à cœur ouvert. Ok, toi tu Bon. les as vraiment vus les films. Très bien. Et dernière news, j'adore parler box-office avec toi, Basile, parce qu'à chaque fois tu dis les films Marvel, les films de super-héros, on en a marre, personne n'ira les voir. Et Doctor Strange, parce que c'est sa première, il est sorti vendredi aux US, donc c'est à partir de ce moment-là où on a vraiment une vision d'ensemble sur son box-office. Donc rien que dans le monde, c'est plus de 300 millions de dollars. Bravo. Et le vendredi de la sortie, en comptant les avant-premières, c'était déjà 32,6 millions de dollars aux États-Unis. Pour rappel, Captain America First Avenger, c'était 25,7. Thor, c'était 25,5. Ant-Man, c'était 22,6. Et on connaît tous la réussite qu'a été Ant-Man à la fin, en fin de carrière. Et Incroyable Hulk, c'était 21,5 millions. Alors la particularité quand même sur le box-office au niveau mondial, c'est que c'est le premier qui est coproduit avec la Chine et que du coup il y a eu un marketing de malade en Chine, En Chine, ouais. ce qui n'était pas arrivé avant et qu'on sait qu'aujourd'hui c'est le nouvel Eldorado pour Hollywood, c'est le marché chinois. Mais effectivement, le démarrage est très bon. Il faut avouer qu'il amène quand même de la nouveauté et ça lui permet ce score-là. Et d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi je pense la réussite d'Ant-Man par rapport à un Captain America 3, un Thor 3. Et c'est la transition parfaite pour annoncer le sujet principal. Doctor Strange, what if I told you the reality you know is one of many? That doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Et donc c'est le moment de démarrer sur notre sujet principal, notre avis sur Doctor Strange, qui est le film Marvel du mois d'octobre. C'est un film qui introduit un nouveau personnage, pour résumer dans nos premières impressions du début. Déjà un bon point pour éviter un peu la redondance de tous les autres qu'on a quand même beaucoup vus parmi les Avengers. C'est un film qui introduit la magie, là aussi pour moi, un peu de nouveauté qui fait plaisir. C'est un film qui nous amène Benedict Cumberbatch, très bon casting, ça me fait plaisir. Donc, pour donner ma première impression avant de rentrer dans le détail, on est encore dans une origin story, mais avec des nouveaux éléments qui font que j'ai, à ma vie, plutôt positif. J'ai bien aimé Doctor Strange. Ah, enfin! J'avais tellement peur quand je savais tout ce que tu détestes de Origin Story, et en sortant la première fois où j'ai vu, parce que moi je l'ai vu 3 fois quand même, hein, en une semaine, je trouve ça pas mal. Et je me suis dit, c'est bon, Basile va bien aimer, et Basile ne va pas râler, parce qu'on n'aura pas le scénario type des Origin Story. Alors, on a le scénario type des origines. Non, on n'a pas le scénario Je reviendrai dessus un peu plus tard. On a un autre univers qui rafraîchit un peu tout, mais pour moi, on a clairement le scénario des origin story. Et aussi les effets spéciaux de ouf, rien que pour ça, et pour l'avoir vu en des conditions très différentes. J'avais jamais vu un film en IMAX, et je savais pas du tout à quoi ça servait, je voyais pas du tout l'intérêt de l'IMAX, à part que tout le monde disait l'IMAX c'est génial, c'est génial. Là, la 3D, elle est bien faite, et elle est bien utile, et le voir en plus en IMAX, c'est juste ouf, et c'est vraiment dingue. Et on se rend compte qu'il y a eu un vrai univers graphique et visuel propre à Doctor Strange, et donc un super travail de ce côté-là. Clairement, si comme moi vous avez été fâché avec l'IMAX en ayant eu envie de vomir en regardant Man of Steel, vous pouvez y retourner pour Doctor Strange, ça vous réconciliera. Premier point, donc, je l'ai dit un peu rapidement, dans lequel je voulais un peu rentrer en détail, c'est le casting. On sait depuis très longtemps que c'est Cumberbatch qui allait avoir le rôle titre, et franchement, je suis pas déçu. L'avantage, c'est que c'est un acteur qui m'a jamais déçu. C'est-à-dire que depuis le téléfilm de la BBC sur Stephen Hawking jusqu'à aujourd'hui, le mec a fait que des rôles au top. Donc là-dessus, ça change pas. Il est génial. Donc en plus, pour ce personnage un peu hautain, on retrouve un peu des traits de son Sherlock. Il y a un très bon choix. Et puis, en fait, tout le casting est vraiment bon. Même s'il y a des gens qui râlaient, voilà, The Ancient, où est passé
le moine tibétain, on a une femme irlandaise. Très rapidement, je me suis dit Osef, enfin, le rôle est là, le rôle est bien interprété, il y a du caractère, il y a du charisme, c'est un vrai rôle de sage de philosophie, on va dire, asiatique. Voilà, tout le casting est sans faute pour moi. Moi, je vais juste mettre une réserve, mais je pense qu'on va en parler. Enfin, je sais qu'on va en parler plus tard vu nos notes, mais j'ai une réserve sur Mads Mikkelsen, que je trouve l'acteur vachement bien, mais j'ai pas été sur le cul et j'ai pas trouvé que c'était oufissime ce qu'il faisait pour Doctor Strange. Alors pour le coup, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais je mettrais plus ça sur le dos de l'écriture que du casting. Je pense que le personnage ne lui permet pas de donner potentiellement tout ce qu'il peut apporter. Ouais, tous les autres personnages sont assez bien écrits. Même Wong, il dit pas grand chose, il dit même quasiment rien. Et les peu de scènes où il voit, c'est pas oufissime, on lui demande pas quelque chose d'extraordinaire, mais il le fait bien, il le fait juste. Et oui, effectivement, il est très bien dans son bibliothécaire quand il accueille Strange. Et après, même quand il devient un peu plus un personnage d'action aussi, il fait l'enchaînement assez naturellement. Il y a une phrase il dit une des phrases que j'aime le plus dans ce film, c'est ici aucun savoir n'est interdit, seules certaines pratiques le sont. Ouais. Et je trouvais que rien que ça, déjà, ça change de tous ces putains de films où t'as le parchemin interdit que le mec va lire et il va faire une boulette. Là, tu peux lire, c'est pas grave, tu lis. Oui, enfin, il lit, il fait pas une boulette, mais il aurait pu faire une boulette. Ouais. Mais bon. Mais déjà, ils ont pas repris ce cliché du bouquin enfermé, version bibliothèque interdite d'Harry Potter, version... Enfin, je sais pas quoi, j'ai pas d'autres exemples en tête tout de suite, mais il y en a Watt Mill. Ça, c'était aussi un bon point d'écriture. Et du coup, j'enchaîne avec la transition sur tout le scénario. Pour moi, on est à nouveau dans l'origin story classique. Pourquoi ? Il y a la construction, introduction du personnage, élément perturbateur qui l'amène à obtenir ses pouvoirs, qui est ici un peu plus étendu. Première confrontation avec le méchant. Et il s'en sort et il a un peu un moment philo, machin, je me projette, j'ai des doutes, tout ça. Deuxième confrontation avec le méchant, il gagne. C'est pas articulé exactement de la même façon, mais tout ça, c'est l'arc typique de l'origin story. T'exagères parce que la première confrontation qu'il a, enfin que Doctor Strange a avec Calicius, c'est pas première confrontation, il échoue et il a des doutes. C'est non, il gagne, mais c'est juste qu'il s'est barré. Oui, mais après il a quand même des doutes sur il était pas venu pour ça et c'est vrai, il était pas venu pour être un super-héros, il était pas venu pour se battre, il était juste venu pour redevenir un médecin. Ouais, mais même si il s'enfuit, il se retrouve quand même à l'hosto avec une opération et tout ça. Donc il a presque perdu parce qu'il est plus affaibli que le méchant. Donc je suis d'accord que c'est un peu différent, mais si tu essayes d'avoir une big picture et bon, je fais un peu l'avocat du diable, je cherche volontairement à remettre les trucs de l'origin story, tu peux les remettre. Oui, mais bon. Voilà, justement, comme c'est un peu retravaillé, moi qui commence à faire une allergie à tout ça, là ça m'a pas dérangé, je le dis juste pour chercher un peu la petite bête. Puis en plus, le vrai méchant, finalement, c'était pas Calicius. Non, le vrai méchant, c'est Dormammu. C'est Dormammu. Effectivement. Il est d'ailleurs bien introduit par Caecilius sur ses motivations à lui. Quand il explique, l'ancien, il prend les pouvoirs de la dimension noire pour rester immortel. Moi aussi, j'ai envie d'être immortel et je veux vaincre la mort et tout. Alors, le gars, il a pas compris, hein, les avertissements, ils sont après le sort dans le bouquin, on le sait, c'est mis dans le film. Mais du coup, ils ont pas juste fait un méchant qui veut invoquer un gros démon parce qu'il veut invoquer un gros démon parce qu'il est méchant. Ils ont trouvé une explication, alors. Ça, elle est sacrément tirée par les cheveux. Un peu ouais, mais en même temps, le mec se rend pas compte de quelle va être la réalité d'appartenir à la dimension noire. Vu que l'ancien, lui, a pas l'air plus affecté que ça. Je trouvais que ça tenait. C'est pas ouf, mais par exemple, par rapport au méchant de Ant-Man qui dit « Moi, je veux vendre des armes et je veux faire de l'argent »,
Bah oui, mais au moins il a une vraie raison. C'est le mec qui veut gagner de l'argent. Caecilius, on comprend pas en fait pourquoi il veut aller chez Dormammu, à part, invoquer Dormammu, à part dire la vie ne devrait pas avoir de fin, on ne devrait pas mourir et tout. Parce qu'il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme, toute sa famille, mais il les a perdus. Il est prêt à se retrouver dans un monde où il ne va plus mourir, mais rien ne dit que sa famille va revenir. J'ai trouvé ça en fait tellement bidon, son laïus sur c'est un philanthrope incompris, il veut que personne d'autre souffre comme il a souffert, sauf que sa méthode est pourrie. Ouais, et puis du coup il se retrouve avec du maquillage paillettes sur les yeux. Mais ouais, effectivement, là, c'était pas forcément la meilleure traduction de la contamination par la dimension noire, ce petit maquillage paillettes. Non, mais les motivations de Caecilius, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf, et j'ai pas trouvé... En fait, tout le côté méchant de Caecilius, ça m'a pas intéressé. Bon, c'était cool parce que ça permettait d'avoir des batailles. C'était cool parce que ça permettait de voir Doctor Strange faire des trucs de sorcier. Mais en soi, c'est pas... ça sert à, mais j'ai pas trouvé ça très très bien. C'est vraiment... Par contre, là, dans ce cas-là, c'est vraiment un méchant de seconde zone dans le MCU et qui restera pas dans les annales. Bon, là, il a disparu, il est foutu. Hein. Le méchant, c'était Dormammu. Et même Dormammu, c'était très cool de le voir arriver, parce qu'on s'y attendait pas. C'est très cool la manière dont Doctor Strange gère le problème. Je crois qu'il y a 11 ou 12 boucles, je me souviens plus. À un moment, je me suis amusée à les compter. Ouais, effectivement, justement, je reviens un peu sur ça. C'est la bonne surprise, justement, c'est cette confrontation avec Dormammu. Moi, j'avais peur il ouvre un bouquin et il découvre « Oh là là, le sort magique pour vaincre Dormammu » et je le tue. Non, effectivement, le principe de la boucle temporelle avec l'œil, c'est un bon moyen de dire le mec, c'est pas un sorcier tout puissant, seulement comme il est quand même ultra intelligent. Il a compris qu'avec ce qu'il avait à sa disposition, il pouvait piéger Dormammu, et du coup ils nous ont évité. Là, je vais faire exprès de faire le mec qui se la raconte, genre j'ai de la culture ciné et tout. Donc ils évitent le Deus Ex Machina, la solution tombée du ciel, et puis ils nous mettent petit fusil de Tchekhov. Donc c'est ce principe d'avoir glissé l'œil de Dormammu et de justement, s'ils ont glissé l'œil de Dormammu, c'est bien parce de Dormammu, je dis n'importe quoi. L'œil d'Agamotto, c'est bien parce qu'il va servir à quelque chose. Voilà, effectivement, l'œil, c'est au début, je pensais que c'était juste du fanservice quand il le repose, et en fait, il sert vraiment à quelque chose. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure façon possible de se débarrasser d'un méchant qui est un yeux, une dimension, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est chouette, mais après, est-ce que le problème Dormammu est vraiment réglé? Est-ce que ça met fin aux possibles incursions des terres parallèles? Ça peut poser plein de questions. Est-ce que Thanos, enfin là je vais très loin, mais est-ce que Thanos va pas s'allier avec Dormammu dans Infinity War? Enfin, et finalement, Dormammu c'est juste ça. Un mec qui se fait berner par une boucle. Ouais, de toute façon, effectivement, il y a plein de choses, si on élargit à tout le MCU. En fait, il y a un truc pour moi il y a la frontière entre la partie cosmique et la partie monde parallèle est assez floue, parce que par exemple, est-ce que Asgard c'est une autre dimension, puisqu'ils arrivent avec le Bifrost, voilà, qui est un portail, mais est-ce que c'est un portail genre wormhole dans une même dimension, ou est-ce que ça ouvre une autre dimension? Quand les Chitauri ils attaquent New York, c'est quand même aussi par une grosse brèche qui ressemble beaucoup à celle de la dimension noire. Donc effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles, parce que cette dimension-là, elle est pas, enfin cette séparation entre monde parallèle et grande galaxie, univers très très lointain, il y a bien longtemps, n'est pas forcément très clair. Donc du coup, effectivement, on sait pas trop comment ils vont régler tout ça. Dans l'écriture, j'avais trouvé que le mec avait pas mal glissé de quelques vannes, etc. Bon, on est dans un film Marvel, hein, voilà. Les vannes sont un peu obligatoires. Donc il y a effectivement le mot de passe Wi-Fi, tu connais pas Beyoncé. La cape qui attaque son visage. La cape qui lui fait, voilà. Mais à nouveau, on est dans l'humour Marvel. J'ai trouvé qu'il y a certains moments où, quand on est vraiment pris dans l'ambiance mystique et tout,
ça nous sort un peu du film. J'ai pas d'exemple en tête là tout de suite maintenant, mais j'ai eu des moments où je me suis dit, ouais, c'était peut-être pas le moment de faire une blague par rapport aux autres films. Enfin, dans Iron Man, c'est toujours le bon moment parce que ça colle à Tony Stark et tout ça. Et là, j'ai eu des moments où ça m'a un peu... je me suis dit, bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour balancer une blague. Et si je veux continuer, ouais, dernier truc sur l'écriture, mais là, du coup, c'est pas l'écriture du film, c'est un truc qui m'a dérangé en termes d'écriture et de cohérence d'univers, c'est la deuxième scène post-générique. Donc en fait, si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout du film... Vous êtes des grosses merdes. Voilà, ça c'était ça c'est fait. Notre action diplomatique. En fait, donc le Mordo, après s'être barré, retrouve le mec qui était paraplégique et qui s'est soigné tout seul par la magie. Et il lui dit, ouais, en fait, j'ai trouvé le problème avec la magie, parce que donc Mordo veut pas qu'on manipule trop la magie, c'est qu'il y a trop de sorciers, et hop, il enlève la magie du mec, et le gars redevient paralysé. Et là, je me suis dit, mais les gars, vous êtes trop cons, vous avez spoilé ce qui pourrait être une super surprise dans Doctor Strange 2, c'est-à-dire nous montrer qu'il y a un mec qui s'attaque à tous les sorciers, on sait pas qui c'est, et nous faire découvrir dans le film que c'est Mordo. Bah là, on sait déjà que Mordo sera un méchant d'un Doctor Strange 2 ou d'un autre film impliquant Doctor Strange. Et j'ai trouvé que c'était quand même gâcher un peu du suspense que de mettre ça en post-crédit. Donc oui, cette scène annonce Doctor Strange 2, même si pour le moment il n'y a pas de vraie annonce. Après, est-ce que ça spoil le changement de Mordo ? La réponse est oui. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça aurait pu être intéressant et ça aurait pu être la vraie enquête du film. Mais ça aurait pu poser un problème sur le fait on finit sur une note qui est Mordo, il est gentil. Alors que dans les comics, le premier truc qu'on voit sur Mordo, c'est que il attaque The Ancient One et il se bat contre Doctor Strange. D'ailleurs, pour avoir vu le film donc je l'ai vu 3 fois, une fois toute seule, une fois en avant-première, projection presse, et j'y suis allée d'ailleurs avec Cyril de The Mighty Blog. Après, j'y suis allée avec Caroline, qui est celle qui nous fait les recettes. Donc que j'essaye de plus en plus de lui imposer de voir tous les films du MCU. Donc ça va qu'elle aimait bien Benedict Cumberbatch et qu'elle adorait Sherlock, donc le résultat c'est qu'elle a beaucoup aimé Doctor Strange. Et après j'y suis allée avec Andrea, qui, si je me trompe pas, c'est plus ou moins son premier film de super-héros, mais en fait elle veut découvrir les comics. Donc là, elle veut vraiment découvrir les comics. Donc j'en avais filé, et notamment j'avais filé un Doctor Strange Season 1, qui est la relecture des origines de Strange, mais tout de suite il se bat contre Mordo. Quand on est sorti de la séance, la première chose qu'elle m'a dit, j'ai rien compris. C'est un peu j'ai rien compris, je croyais que Mordo il était méchant et là ils nous l'ont montré gentil. Je fais, bah oui, mais dans la scène post-générique, je fais, bah oui, mais ils ont attendu la scène post-générique pour nous le montrer. Donc je pense qu'il y avait besoin aussi de pas finir sur la note de Mordo il est gentil. Ah, mais effectivement, je pense que en fait, ces deux lectures-là, elles nous correspondent très bien. C'est moi qui pense peut-être cinéma d'abord et puis toi qui est plus l'angle comics. Et effectivement, les deux peuvent se comprendre. Le point suivant, qui est quand même un des points de ouf de Doctor Strange qu'on voulait aborder, c'est les effets spéciaux. C'est super, méga génial. C'est la grosse claque. Moi qui suis genre le mec toujours chiant qui critique et tout, premier trailer, je fais ouais, ok les gars, ils ont kiffé Inception, c'est bon, on a compris, ils plient la réalité. Et puis là, tu te retrouves dans le film, tu te retrouves la première scène avec le vol des pages de sortilège à Londres. Et là, tu fais, ok, non, les mecs, ils ont kiffé Inception, mais ils se sont dit, ouais, Inception, c'est des petits joueurs, on va leur montrer ce que c'est que de tordre la réalité. Et là, direct, j'ai fermé ma gueule parce que ça se limite pas, là où c'est vraiment impressionnant, c'est que ça se limite pas à plier la réalité. T'as les effets d'engrenage dans les moulures, le sol qui se déroule, etc. Enfin, c'est quand même un truc qu'on avait juste jamais vu. Et pour ça, il faut dire bravo, quoi. Enfin, c'est vraiment la grosse claque. C'est le truc qui fait que le film a une identité propre. Enfin, clairement, ces scènes-là, elles contribuent à faire que quand on voit des images de Doctor Strange, on peut dire dans ces moments-là, ok, en 2 secondes, ça c'est Doctor Strange, je sais ce que c'est si tu fais un blind test d'extrait de film. Là, il n'y a pas de souci. Et franchement, moi, j'ai été bluffé alors que j'étais un peu sceptique à la base sur ce que ça allait donner. Ouais, et puis même quand Caecilius il est dans l'église et qu'on voit tout le sol bouger, ou après quand The Ancient One
quand elle touche pour la première fois Doctor Strange et qu'elle lui fait voyager à travers tout et n'importe quoi. Il y a eu un petit côté Ant-Man, j'ai trouvé, quand Ant-Man tombe dans le Quantum Realm le côté tout petit, donc c'est avec ses, je sais pas comment ça s'appelle, mais ces boucles visuelles sans fin et tout. Je me suis dit, tiens, c'est ça en fait l'univers graphique de chez Marvel Studios, de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, de ce qu'on comprend pas et de ce qui sort de notre univers. Donc j'ai trouvé assez cool aussi cette cohérence visuelle entre ces deux films-là. Et ils se sont vraiment lâchés, ils n'ont pas juste emmené Doctor Strange dans une planète où les hommes sont bleus ou dans une planète où il y a des dinosaures, quoi. Enfin, ouais, pour comme faire la des planète parallèles. comme là où est Dormammu, où on peut le comprendre. Enfin, moi, ça m'a fait penser à des espèces de molécules. Ouais. Voilà, ils se sont dit, quitte à être un autre univers, il n'y a plus aucune loi qui s'y applique, on fait ce qu'on veut, et quitte à prendre un peu de LSD pour faire les effets spéciaux, on y va, quoi. Beaucoup de LSD, mais c'était d'ailleurs ce qu'on disait au moment des comics de Doctor Strange dans les années 60, qu'ils avaient tous pris du LSD pour pouvoir faire ces planches-là, pour faire ces couleurs invraisemblables, et c'est clairement ça. Enfin, je me souviens, à chaque fois, cette scène m'a un peu trouvé ça dégueulasse. C'est toutes les mains en fait qui attaquent Doctor Strange et qui après forment son visage. Et puis ses doigts qui se multiplient. Oui, ses doigts qui se multiplient. C'est dégueulasse. Enfin... Mais oui, et puis c'est tout le temps dans le comic season 1 aussi. C'est peut-être un peu moins prononcé, mais il y a aussi ces gros effets de couleurs, un peu kaléidoscope, arc-en-ciel, etc. Donc c'était bienvenu de le mettre dans ce film-là, justement, c'était le moment pour faire ça. Ouais, les effets spéciaux étaient là pour nous dire très clairement, oubliez tout ce que vous avez l'habitude de voir, et c'est ce qu'ils disaient sans cesse dans le trailer. C'est un monde parmi tant d'autres, oubliez tout ce que vous avez l'habitude de voir, et c'est ce qu'ils ont vraiment voulu faire pour nous déstabiliser visuellement vous ne savez pas, vous n'en avez jamais vu, et Inception, ça n'a strictement rien à voir. Donc après, peut-être que pour le scénario, il y avait besoin d'un truc un peu plus classique, même si je ne le trouve pas tant classique que ça, mais un peu plus simple et plus logique, et plus dans notre habitude, parce que visuellement, ils se sont lâchés, les mecs. Et une autre scène qui, finalement, on a presque tendance à oublier avec tout ça, mais la scène à l'envers aussi, où ils se battent avec le Hong Kong qui se reconstruit, ça aussi, c'est quand même un truc qui est un peu chouette. C'est moins spectaculaire, mais ça donne une dynamique aussi, un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est moins spectaculaire, et je pense qu'on en a déjà vu des boucles dans ce sens-là, mais rien que le fait que tout se reconstruit et eux ils continuent d'avancer, et donc ils sont obligés d'esquiver les voitures, esquiver n'importe quoi qui peut leur arriver dessus, ou de se faire bloquer dans un mur. Je crois que c'est Mordo qui se bat sur l'espèce d'échafaudage en bambou pendant qu'il est en train de se refaire. Donc rien que ça donne du rythme, ça donne du corps à toute cette scène de combat, et je trouvais ça vachement bien. Et du coup ça permet de mettre de la magie impressionnante sans faire boum, explosion, boule de feu. Ouais, c'est de la logique en fait, en se disant ah oui, c'est clair, le truc est en train de se refaire, il va falloir que tu l'évites, mais pas besoin de faire des incantations, de faire, comme tu le dis, des boum. Finalement, dans les effets spéciaux, moi, le seul truc qui m'a déçu, c'est la personnification de Dormammu. J'ai l'impression que Groot avait violé un pruneau d'Agen. Vraiment, j'ai vu cette espèce de visage avec des vagues et tout, et j'ai pas compris. Ok, on n'est pas obligé d'être fidèle aux comics, mais ils sont pas du tout fidèles aux comics. Dormammu n'a rien à voir avec ça. C'est une tête enflammée. Pourquoi tu fais pas une tête enflammée, un démon gigantesque, machin. Oui, on a un peu de mal à comprendre en fait quel est le début et quelle est la fin de Dormammu. Ouais. Pardon, j'en suis toujours au pruneau d'Agen. Et du coup, en fait, il est pas très impressionnant parce que justement, il est pas clair. Et je comprends, dimension noire, personnage noir, frontière trouble, tout ça. Je comprends l'idée, mais pour moi, je me suis pas dit, c'est une entité suprême impressionnante. C'est un peu à se demander, est-ce que c'est une entité suprême qui a un contrôle sur une dimension, ou c'est juste quelqu'un qui est trop gros et qui forme à lui tout seul une dimension. On imagine mal qu'il y ait d'autres personnes, puis en plus on l'imagine mal. En fait, qu'est-ce qu'il fait en absorbant d'autres dimensions ou d'autres planètes
Parce que là, dans notre cas, il va juste absorber la planète Terre, mais il va pas absorber la dimension dans laquelle la planète Terre. Enfin, c'est ce que tu disais, le côté dimension parallèle ou espace, c'est pas très très clair et pas toujours très simple. Oui, est-ce que c'est un Galactus ou est-ce que c'est un Dormammu ou est-ce que c'est... Mais bon, je pense qu'après, ils ont fait simple, ils ont fait que le visage, et on sait que c'est Benedict Cumberbatch qui fait les effets spéciaux pour le visage. En fait, c'est son visage qui le refait, parce qu'il avait fait Smog, et voilà, il le savait, mais j'avoue, il est très clair. Il est pas mémorable. Mais avec tout ça, du coup, je continue dans mes effets spéciaux, mais aussi en englobant la dimension scène d'action. Je trouvais qu'il y avait un décalage. Et les gens qui étaient avec moi quand ils ont vu le film ont pensé à la même chose, entre des mecs qui ont des pouvoirs de ouf, qui sont capables de tordre la dimension miroir en l'occurrence, mais de tordre tous les bâtiments en même temps sans même y penser, et qui après se battent avec des fouets et des épées. Et des boucliers. Il faut un bouclier. Et je sais pas, t'es dans la dimension miroir, la physique s'applique plus, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu fais pas une invocation de météores, des boules de feu démoniaques et apparaître des dragons? Enfin, vas-y, lâche-toi, donne tout ce que t'as et fais tous les sorts que t'as en tête. Alors je comprends, c'est aussi en lien avec ce côté apprentissage de la magie par les gestes de kung-fu et tout ça. Mais du coup, même si ça m'a pas embêté plus que ça, il y a un peu un décalage entre cette magie qui transforme les dimensions sans même y penser, et après le fait de pas être capable de faire apparaître autre chose que des armes de corps à corps. Bah ouais, et puis en plus, on parle de magie depuis le début, mais on sait pas trop exactement qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec la magie. Ils arrivent à invoquer la dimension miroir, ils arrivent à tordre les bâtiments, ils arrivent à créer des portails. Et c'est tout ce qu'on a... Ah non, et leur forme physique astrale. Voilà, leur projection astrale. Mais du coup, on comprend pas bien quelles sont les lois de la magie. Et quelles sont leurs limites. Mais après, est-ce que ça veut dire... Enfin, imagine Doctor Strange peut invoquer un dragon. Que ça soit dans la dimension miroir ou pas miroir, il peut l'invoquer dans tous les cas. Si on voit pouvoir invoquer un dragon, mais en fait, il défonce tout le monde. Tous les autres Avengers, il défonce n'importe qui. Et bah c'est plié en fait. Et du coup c'est plié. Mais du coup, effectivement, il faut pas faire ça. Mais du coup, la distorsion de l'espace a un côté un peu gratuit pour moi. Je regrette pas de l'avoir vue, elle est géniale. Mais du coup, elle est un peu déconnectée du reste des règles qui régissent la magie, on va dire. Ouais, ils auraient pu montrer tout ce que Doctor Strange est capable de faire. Et justement, on comprend, il le sait qu'il est capable de faire tout ça, mais que c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop impressionnant et qui peut se laisser manger, et qui peut se laisser corrompre par ses pouvoirs. Et c'est pour ça qu'il décide finalement d'avoir que des boucliers et des fouets. Ouais, voilà, c'est une alternative. Ou alors s'ils veulent jouer sur la distorsion, le faire à l'échelle d'un bâtiment comme l'église ou comme l'appartement de Greenwich. Et là, c'est pas gênant, mais quand t'arrives à te retrouver avec tout New York est tordu, et là tu te dis putain, les gars, ils ont maîtrisé la manipulation de toute une ville. À nouveau, j'étais hyper content de voir ça, c'était vraiment cool. Mais du coup, quand tu crées un univers, tu dois en définir des règles, et là, les règles, elles ont été un peu bafouées sur ce point-là. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir rentrer un peu dans la conclusion. Tu l'as aimé ou pas, ce film? Oui, je l'ai aimé, donc j'ai dit mon point négatif, cette petite cohérence-là, et puis le fait, cette petite incohérence. Donc oui, je l'ai aimé ce film. J'ai dit mes deux aspects un peu négatifs, cette petite incohérence sur les règles d'utilisation de la magie, et puis ce quand même un peu origin story classique. J'en rajouterai une troisième, mais qui est depuis que Marvel existe, c'est qu'on n'a toujours pas de BO vraiment percutante. On a eu les Gardiens de la Galaxie, mais bon, là ils ont pris des morceaux existants, donc c'était facile. Là, effectivement, il y a le petit thème clavecin sympa de Doctor Strange, mais je suis incapable de te le fredonner là. Je l'ai entendu, j'ai dit du clavecin c'est sympa, mais... Non, la seule chose que tu es capable de me refredonner ce soir, c'est Parabaila et la Bamba. Donc, oui, effectivement, je sais pas pourquoi je l'ai dans la tête ce soir. Merci de m'avoir affiché. De rien. Affiché en direct. Mais voilà, ça manque... effectivement, mais parce qu'il y a beaucoup de films, parce qu'il y a beaucoup de héros et tout, on peut pas faire un thème unique à la Star Wars, mais Star Wars, je connais par cœur plusieurs morceaux parce qu'ils sont emblématiques, ils sont forts. Et là, c'est des morceaux, souvent, t'as des trucs à une note.
pour se faire du suspense si t'as pas une vraie mélodie, et j'aimerais bien qu'il y ait un travail un peu plus poussé sur la BO. Mais bref, bon, ça c'était mon troisième point, mais c'est quand même, il faut le dire, Doctor Strange, un des meilleurs Marvel pour moi des phases 2 et 3. Il garde le format Origin Story, donc ça m'empêche de dire que c'est un excellent film, mais c'est un très bon Marvel de ces phases 2 et 3. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Moi je le trouve très bien, hein. Enfin, il est vraiment très chouette, c'est aussi un très bon divertissement sympa. Mais côté Origin Story, j'ai été plus surprise par Ant-Man que par Doctor Strange. En fait, en voyant Ant-Man, en me disant waouh, ils ont réussi à faire ça sur Ant-Man, bah forcément sur Doctor Strange aussi, ils allaient créer un autre truc, qui est faire quelque chose de différent, donner un autre aspect, une autre voix au MCU. Parce qu'on a vu le cambriolage avec Ant-Man, qui a vraiment été une surprise. Je m'attendais pas que ça soit aussi bien fait, que ça soit fait comme ça. Et dans Doctor Strange, on savait qu'il allait avoir la magie est très bien faite. Mais, donc, il y a le côté waouh des effets spéciaux, de l'univers visuel, mais il n'y a pas le côté waouh, attachement au personnage, et j'ai trouvé ça plus cool dans Ant-Man. Moi, c'est totalement l'inverse. Je trouvais que Doctor Strange, c'était un personnage qui était vraiment travaillé, vraiment, vraiment fort, et Ant-Man, j'en ai vraiment juste rien à battre de lui, quoi. Le mec, il se fait écraser par une vieille godasse. Je crois, oh bah zut, il est plus là. Mais je le trouve totalement interchangeable. Enfin, Paul Rudd fait le boulot, mais c'est pas un acteur que je trouve a un charisme, une gueule, un machin. Et du coup, pour moi, Doctor Strange est beaucoup plus fort que Ant-Man dans le charisme et du coup dans l'attachement que j'en ai. Bah, c'est pas grave, hein. Je voulais faire moi un tout petit focus sur la timeline de Doctor Strange, puisque la première fois qu'on a entendu le nom Stephen Strange / Doctor Strange, c'était dans Winter Soldier, quand Sitwell justement explique à Natasha, à Steve et à Falcon qu'est-ce que leur projet, qu'est-ce que va faire l'Hydra avec ces 3 gros porte-avions, en disant on peut toucher tout le monde. Il dit plein de noms, il dit Strange, et là on s'est dit putain, ils viennent de dire Strange, on savait que le film allait avoir lieu, et on s'est dit ça veut dire c'est bon, Strange il a déjà ses pouvoirs. Sauf que en fait non, il avait pas déjà ses pouvoirs, parce que le film, là dans la chronologie, il arrive après Civil War, même si c'est pas indiqué. Il est peut-être un peu avant ou après, ça c'est un peu flou. En tout cas, c'est sûr qu'il est après Winter Soldier, parce qu'il a un diplôme, il a une médaille de médecin qui date de 2016. Donc ça veut dire que dans Winter Soldier, ils l'ont cité, mais il n'était pas encore le Stephen Strange, le Doctor Strange avec la magie. Donc pourquoi il voulait buter un chirurgien ? Donc pourquoi il voulait buter un chirurgien ? Peut-être qu'il voulait buter un chirurgien parce qu'il était super fort dans son domaine et qu'il aurait pu poser un problème à l'Hydra, donc c'était un peu bizarre. Pour le punir, parce que des fois il met pas son masque quand il ouvre le crâne de ses patients. Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça, c'était pas très très top hygiénique. Donc voilà, c'était un peu l'un des petits soucis de la timeline du MCU. Bon, c'est pas grave, hein, ça a fait rire tous les gens qui ont compris la vanne de Doctor Strange dans Winter Soldier, et savoir que ça avait pas vraiment d'incidence, c'est pas très très grave. C'est finalement tout pour le MCU au cinéma, parce que Doctor Strange c'était le dernier film de 2016. On va quand même pas trop pinailler, on va quand même se dire qu'encore une fois on a eu un bon film et on a eu des trucs cool. Et du coup, on a un petit truc à faire avant de se quitter, parce que pour une fois nous avons des gens qui nous ont posé des questions. Donc merci à tous ceux qui ont voulu participer à leur manière. On est content de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc on va essayer d'y répondre. Voilà, je te laisse démarrer sur la première. Sur la première question, donc on a une question de Captain Raziel qui nous demande: est-ce que vous trouvez que Doctor Strange est moins arrogant, plus humble à la fin de son aventure ? Alors oui, parce que il a évolué. Il est plus le chirurgien super badass, rock'n'roll dans sa discipline, pour qui rien n'est impossible, parce que de toute façon il le dit à un moment, il a eu un sans faute et il a quasiment pas de mort
dans son palmarès, mais en même temps il choisit vachement bien ses patients. Donc là il a un grand pouvoir et il sait qu'avec son grande responsabilité. Putain, je voulais pas le dire, mais alors je veux dire, en fait c'est juste pas possible. Donc il a un grand pouvoir, de grande responsabilité, il doit sauver l'humanité. Sauf que, on pourrait se dire, bah justement, il a encore plus de pouvoir, encore plus de responsabilités, il est encore plus badass. Ouais, sauf qu'il a vu The Ancient One se sacrifier. Donc il sait que ce grand pouvoir, ça va être un peu le début de beaucoup de malheurs pour lui, de beaucoup de décisions catastrophiques, de beaucoup de prises de sacrifices à venir. Donc il est un peu plus humble, il est peut-être moins arrogant, mais avec la première scène post-générique, le côté un peu de... Bon, ton frère, enfin quand il parle à Thor en disant Loki, là c'est juste pas possible, j'en veux pas sur Terre, donc on va faire en sorte que je vais t'aider à retrouver Odin, et puis après vous allez dégager, parce que de toute façon si vous voulez pas dégager, c'est moi qui vous fais dégager. Voilà, donc en gros il pourrait se faire Thor et Loki à lui tout seul et leur péter la gueule facile. Moi je suis entièrement d'accord avec toi et je rajouterais un point, c'est que malgré le fait qu'il ait des pouvoirs, qu'il soit très puissant et tout, c'est quand même un mec, un nouveau venu dans la magie, et du coup il y a probablement certaines choses qu'il ne maîtrise pas forcément tout le temps. Enfin, il sait qu'il y a toutes les dimensions et tout ça, mais est-ce qu'il connaît lesquelles, etc. Donc effectivement, je trouve qu'il est quand même moins arrogant. Il est quand même particulièrement horrible avec l'autre médecin avant son accident. Il est nul, l'autre médecin. Il est nul, mais bon, je pense que le mec est un neurochirurgien. Tu sais, c'est toujours ce truc, tu te dis, le gars il est à côté du Docteur Strange, t'as l'impression que c'est un chirurgien tout pourri, mais bon, le mec doit être quand même pas si nul que ça. Il est horrible quand il a son accident, enfin, avec tout le monde. Ouais, et personne lui dit, mec, t'as eu un accident et c'est de ta faute en fait. Ouais, c'est toi qui roulais comme un gros connard, machin, et t'as déjà du bol de pas être mort. Donc il y a clairement quand même un peu d'humilité qui est arrivée dans tout ça. On a une deuxième question, et je te laisse la lire. Oui, alors on nous demande, donc c'est Loïc qui nous dit, est-ce que comme moi vous avez vu l'immeuble Oscorp? Et ben là, Loïc, désolé, mais ni Paula ni moi n'avons vu cet immeuble. On a vu tous les deux furtivement celui des Avengers. Alors 2 fois. Oui. Alors moi je l'ai vu qu'une fois, mais... En fait elle apparaît une fois dans la grande scène d'intro de New York, celle-là tout le monde a vu, et en fait à un moment on la revoit quand New York est un peu en train d'être dans tous les sens, plié en 4, en 8, machin, et on la revoit vite fait. Mais pas d'Oscorp pour moi. Du coup, alors Paula, elle a fouillé un peu, elle a vu qu'il y avait une discussion à ce sujet sur Reddit, mais a priori... en fait, il y a une personne. Voilà, il y a un mec qui a posé la question, comme toi Loïc, et pas d'autres personnes ont réagi. Si jamais, par le plus grand des hasards, tu trouves une capture d'écran, n'hésite pas à nous mettre un lien en commentaire ou à nous le passer sur Twitter de Marvel Planet, parce que ça nous a beaucoup intrigués. Ou si quelqu'un veut confirmer ce qu'a vu Loïc, juste nous dire, enfin, parlez-nous-en, parce qu'on ne sait pas du tout, et moi je retournerai pas le voir au cinéma, je pense que toi non plus, donc au pire on attendra la sortie DVD, et on fera image par image pour savoir à quel moment cette tour peut apparaître. En tout cas, s'il y a la tour Oscorp, c'est assez cool, ça a aussi ça dit à Spider-Man, viens, maintenant t'es dans notre famille. Et dernière question, et c'est clairement la question la plus intéressante, donc qui nous est posée par Cyril de The Mighty Blog. Merci Cyril, qui nous demande, est-ce que vous aimez les M&M's? Basile? Voilà, alors question inattendue, et la réponse sera simple, oui. On en a plein avec nous quand on fait nos podcasts. Écoute, peut-être Cyril, à l'occasion, tu pourras venir manger des M&M's avec nous. Voilà, sur cette note particulièrement pertinente et intelligente, on vous remercie de nous avoir écoutés. On va donc vous donner rendez-vous pour décembre. Et décembre, ce sera en toute logique l'occasion de faire le bilan de l'année 2016. De parler des films qu'on n'a pas abordés dans les podcasts. Je pense notamment à Deadpool, à Apocalypse qu'on avait vu ensemble. Voilà, de faire aussi le point sur les différentes séries. Enfin, voilà, on va rebrosser toute l'année. Eh merci à tous. Merci Basile.
Et à l'année prochaine, pas du tout. Dans un mois. Salut tout le monde, à bientôt. J'espère qu'on ne éclate pas les oreilles des gens avec les... Avec les monettes? Si. Alors tous les gens qui écoutent au casque et qui vont faire...